Et c'est comme chaque jour, chaque lundi, les idées claires de Sylvain Kahn. Ça viendra chaque jour. Bonjour Sylvain. Bonjour Marc. Vous êtes sérieux aujourd'hui? Vous m'avez appelé hier soir à pas d'heure pour me dire demain je fais un quiz, est-ce que j'ai la permission? Comme vous êtes libre de faire ce que vous voulez, même si je désapprouve complètement, oui, un quiz alors, dans les matins? Bah oui Marc, avec une proposition à la clé, il faut quand même bien se réveiller, on va dire pas en chanson mais presque. Parce que le message adressé aux Européens par l'attribution du Nobel de la paix est comme un bonbon qui se coule. À double effet. Effet 1. Ce que vous faites depuis 60 ans est formidable. Mettre fin à 5 siècles de guerre, dont 2 génocides et 50 millions de morts en 30 ans. Inventer la supranationalité. Dépasser le nationalisme et l'hégémonisme. Tout cela à valeur d'exemple. Ne vous laissez pas décourager ni détourner par la crise. Soyez conscient de votre valeur. Soyez conscient de votre valeur, disais-je. Continuez. Ce que vous faites depuis 60 ans est formidable. Mettre fin à 5 siècles de guerre, dont 2 génocides et 50 millions de morts en 30 ans. Inventer la supranationalité. Dépasser le nationalisme et l'hégémonisme. Tout cela à valeur d'exemple. Ne vous laissez pas décourager ni détourner par la crise. Soyez conscient de votre valeur. Soyez conscient de votre valeur, disais-je. Continuez. J'entends déjà des auditeurs crier à l'imposture, à la pensée unique ou au marchand de sable. Soit. Discutons-en. Effet 2, vous avez 60 jours pour choisir celui qui, en votre nom, viendra chercher le prix Nobel de la paix à Oslo. C'est ça, la question du jour. Car depuis 1904, Marc, c'est la 24e fois que ce prix est attribué à une organisation. Prenons les 5 dernières. 2 fois, le prix fut attribué à l'organisation, mais pas à son dirigeant. Le groupe intergouvernemental d'études du changement climatique, c'était en 2007. En 1999, ce fut Médecins sans frontières. 3 fois, le prix fut attribué conjointement à l'organisation et à son dirigeant. La banque du microcrédit Grameen et Mohamed Yunus, c'était en 2006. En 2005, ce fut l'Agence internationale pour l'énergie atomique et Mohamed El Baradei. Et en 2001, l'ONU et Kofi Annan. Alors, pourquoi le comité Nobel ne fait-il pas avec l'UE comme avec l'ONU? Je vous le demande. L'UE est pourtant plus proche d'une organisation internationale que d'un groupe d'experts ou d'une ONG. Eh bien, c'est parce que l'UE n'est pas seulement composée d'États. Elle est juridiquement composée de citoyens et d'électeurs. Le comité Nobel appuie donc là où ça fait mal, le problème de la représentativité au sein de l'UE. Il nous invite à décider qui nous représentera à Oslo. Quel choix nous offrent les institutions européennes ? Herman Van Rompuy n'est que le chairman, c'est-à-dire l'animateur du Conseil européen, ce cénacle des dirigeants des 27. Il n'a été élu que par les 27 chefs d'État et de gouvernement. C'est bien trop peu. Les 27 premiers ministres ensemble seraient-ils plus représentatifs? Eh bien non, pas plus. Car comme l'écrivent Jürgen Habermas, Alain Laquièze et Otto Pfersmann dans Refaire l'Europe, le rôle envahissant des sommets des chefs des 27 États est une dérive. Elle pervertit la première communauté transnationale démocratique qu'est l'UE, comme les souverainetés populaires qui la composent. L'UE, poursuit Habermas, vit sous la menace d'une domination post-démocratique d'exécutifs nationaux. Ils s'arrangent entre eux, sur le dos des parlements de chaque pays et du Parlement européen, élu au suffrage universel. Alors, José Barroso, le président de la Commission, eh bien, il n'a été choisi que par les mêmes, un choix qui fut à prendre ou à laisser par le Parlement européen. Et puis, c'est un peu court, parce que le Premier ministre portugais, c'était ce qu'il était avant d'être président de la Commission, a été un fervent partisan de la guerre d'Irak. C'est pourquoi à la question « Qui va chercher le prix Nobel de la paix de l'UE à Oslo ?», les citoyens européens pourraient répondre « Les 28 présidents du Parlement européen et des parlements nationaux ». Je vous invite à vous manifester sur la page Facebook des Matins pour adhérer à cette proposition, ou mieux encore, à y poster la vôtre. Elle sera en ligne à partir de 9h. Et alors, et qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Vous n'attendez pas celle. Si, un voyage à Bruxelles? Non, un voyage à Oslo. Ah oui, avec celui qui aura, avec ceux qui, voilà, exactement, on sera tous invités. Les idées claires de Sylvain Kahn à télécharger sur franceculture.fr, 7h43. C'est donc aujourd'hui que s'ouvre la 39e session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale de la FAO, la Food Agriculture Organization, à Rome. Une réunion qui s'ouvre alors que l'on apprenait la semaine dernière que le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde serait en baisse. On ne compterait plus que 868 millions de personnes affamés. Oui, 868 millions. Alors,
recule certes, mais enfin faut-il se réjouir de ce chiffre quand de nombreux chiffres restent à de telles proportions et surtout montrent de très nombreux paradoxes, surtout si l'on y regarde de plus près. Cette baisse ne concerne pas toutes les régions du monde, comme par exemple l'Afrique, où au contraire, la situation ne fait que s'aggraver. La faim dans le monde est-elle donc impossible à éradiquer? Pourquoi a-t-on tant de mal à lutter contre? Pour y répondre, il nous faudra ce matin aller au-delà des chiffres et de savoir au fond qui nourrit la planète. Y a-t-il menace de pénurie dans les années à venir? Et notre système de production est-il viable? Et puis surtout, pourquoi n'arrive-t-on pas à nourrir tout le monde alors que, paraît-il, selon chaque fois tous les chiffres que l'on connaît, nous en serions parfaitement capables? Bonjour Marc Dufumier. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome, professeur émérite en agriculture comparée et développement sur le développement agricole à l'AgroParisTech. C'est bien. Et puis vous êtes aussi expert auprès de la FAO et de la Banque mondiale, régulièrement sollicité par les gouvernements étrangers, confrontés à des crises alimentaires ou agricoles, auteur notamment de Famine au sud, de Malbouffe au nord chez Nil Éditions. C'était en février 2012 et vous étiez d'ailleurs venu nous voir pour nous parler de ce livre. Alors peut-être d'ailleurs un petit mot, juste rapidement mais quand même historique. D'où ça vient la FAO, qui est une organisation qui est sous l'égide de l'ONU, et au nom de quoi au fond a-t-elle été créée, et voilà, qu'est-ce que ça change, puisque visiblement on a toujours faim? Eh bien, comme vous dites, la FAO, c'est un organisme des Nations Unies qui a été créé donc immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, au même titre qu'à l'Organisation mondiale de la santé, avec l'idée précisément, comme on entrevoyait un accroissement démographique extrêmement élevé dans les pays qu'on qualifiait à l'époque du tiers-monde, on s'interrogeait donc sur les méthodes, les voies et moyens pour arriver à nourrir cette population que l'on voyait très très croissante. Alors, parlons donc de cet état des lieux tout de même. Donc, selon les derniers chiffres, je le rappelle, la faim dans le monde a baissé ces 20 dernières années. Alors, sans rentrer dans le détail de ces chiffres paradoxaux, qu'est-ce qui explique ce recul, Marc Dufumier? Alors, il y a 2 ans, on en était à près d'1 milliard. Effectivement, il y a un léger recul qui est dû au fait que les récoltes, notamment les récoltes en riz, ont été plutôt très bonnes cette année, enfin l'an dernier, dans les pays du Sud. Et donc, les prix du riz n'a pas complètement suivi la hausse vertigineuse des prix du maïs et du blé. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, on ne se retrouve pas face aux émeutes de la faim qu'on a connues en 2007-2008. Et que la sécheresse dont on craignait le poids aux États-Unis, par exemple, sur la question alimentaire mondiale, n'a pas été aussi grave que cela? Si, globalement, ces sécheresses ont eu un impact sur la hausse des prix, en particulier du maïs et du blé. Et très fréquemment, le prix du riz suit la hausse du prix du blé et du maïs. Et là, ça n'a pas été le cas du fait de bonnes récoltes. Il faut savoir que dans les pays du Sud, on consomme de plus en plus de riz et de brisures de riz, même très souvent en Afrique, et parfois de blé et de moins en moins les céréales locales. Mais disons que la récolte dans les pays du Sud n'a pas été aussi minime que ce que l'on craignait. Alors, est-ce que je peux vous poser la question comme ça? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Alors c'est quand même... Puisqu'on va rentrer dans le détail de certains chiffres qui n'en comportent pas de bonnes nouvelles. Mais enfin, est-ce que c'est une bonne nouvelle? D'abord, le fait qu'il y en ait encore autant de gens qui ont faim, qui n'ont pas tous les jours leurs 2200 kilocalories, c'est une très mauvaise nouvelle. Oui, c'est ça, et au-delà des variations conjoncturelles dont on est en train de parler, il faut s'interroger sur pourquoi il y a encore autant de gens qui ont faim aujourd'hui, alors que ça fait déjà plus de 50 ans qu'on essaye d'éviter ce malaise. Alors, ce sont des statistiques globales, quand on parle de ces 870 millions de gens qui continuent de ne pas manger à leur faim. Mais enfin, tout de même, par exemple, l'Afrique est passée, elle, ces 20 dernières années, de 175 millions à 238 millions de personnes qui ont faim. C'est une hausse de 36% en 15 ans. En Afrique subsaharienne, par exemple, 234 millions de personnes souffrent de faim chronique. Qu'est-ce que cela... Comment cela est-ce possible, Marc Dufumier? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. On signalera que quand même, c'est en Afrique où le taux d'accroissement démographique aujourd'hui est le plus élevé. Et la production agricole, disons la production agroalimentaire, n'a pas forcément suivi cette hausse démographique. Mais c'est aussi le fait qu'un certain nombre de pays d'Afrique ont un peu trop vite suivi les préceptes du libre-échange. Spécialisez-vous selon les avantages comparatifs. Produisez du café, produisez du cacao, produisez pour l'exportation à destination des pays du Nord. Et comme ça, vous aurez les revenus qui vous permettront d'acheter
acheter de quoi manger dans les pays du Nord. Et précisément, on a découvert qu'il n'en était pas ainsi. Et cette spécialisation excessive vers les cultures d'exportation et le désintérêt que certains gouvernements ont porté à l'égard de l'agriculture vivrière fait que ces pays sont aujourd'hui extrêmement dépendants. Et c'est un peu faux de penser que le revenu du café et du cacao permet d'acheter de quoi manger, parce que tout le monde ayant un peu spécialisé ses systèmes de production vers ces seules cultures de rente, on arrive quand même à une surproduction. Et la rémunération du café et du cacao aujourd'hui ne rémunère pas plus que produire du manioc, produire du mil, produire du sorgho, produire de la banane plantain. Mais par exemple, vous notez dans Famine au Sud, Malbouffe au Nord, que notamment parmi ceux qui n'atteignent pas le seuil d'une alimentation correcte, alors là aussi on est dans un paradoxe qui est absolument terrifiant, sont pour plus des 2/3 des agriculteurs. Exactement. Alors, entre les 2/3 et les 3/4 des gens qui ont faim sont des agriculteurs dont la vocation serait de nourrir le monde. C'est ça qui est le paradoxe. Alors, il faut nous expliquer. Et même si on prend d'ailleurs le dernier tiers ou le dernier quart, vous découvririez que ce sont des gens dont les parents étaient agriculteurs, eux-mêmes étaient peut-être agriculteurs, et étant tombés en faillite, ils ont été contraints de rejoindre prématurément les bidonvilles sans trouver pour autant d'emploi en ville. Donc ce sont des agriculteurs qui ne le sont plus. Alors ce sont, entre les 2/3 et les 3/4, sont des agriculteurs qui le sont encore et essayent malgré tout de s'équiper pour essayer de produire par eux-mêmes de quoi manger, ou alors au contraire de produire du café et du cacao pour l'exportation. Et pour les autres, c'est des gens qui étaient agriculteurs et ne le sont plus. Donc c'est bien la faillite ou c'est bien la pauvreté de paysans dans les pays du Sud qui est à l'origine de la faim, soit des gens qui, en produisant du café et du cacao, ne parviennent pas à dégager les revenus suffisants pour acheter de quoi manger, soit quand ils cherchent à produire par eux-mêmes de quoi manger, n'ont pas les revenus suffisants pour s'équiper et produire suffisamment de mil, de sorgho, de maïs, de banane plantain ou de manioc. Et d'où vient cette incapacité justement à se financer, ou d'où ça vient? Alors c'est ça qui est précisément terrible, c'est la concurrence de nos excédents. C'est-à-dire que quand nous exportons de la poudre de lait, quand nous exportons des céréales, quand nous exportons de la viande bas de gamme vers les pays du Sud, nous qui sommes équipés de moissonneuses-batteuses, de gros tracteurs, de salles de traite, même de robots de traite aujourd'hui, eh bien nous livrons un produit qui est évidemment produit avec une très grande productivité du travail, et nous sommes en train de concurrencer des gens qui continuent de travailler à la main, qui font la traite à la main, qui cultivent, qui désherbent à la main, et vous êtes dans un rapport de productivité par journée de travail ou par année de travail d'un travailleur agricole qui est de 1 à 200. Les paysans du Sud ne parviennent pas à être compétitifs sur le marché international dans le cadre de ce libre-échange qui n'est en fait qu'un échange dans des conditions de productivité très inégales. C'est comme mettre un coureur à pied en concurrence avec un pilote de Formule 1. Vous savez très bien qui va gagner, et il reste au coureur à pied il reste les gens qui travaillent à la main ont faim aujourd'hui. Donc là, au fond, l'urgence, ce serait quoi, une priorité à une action politique qui rééquilibrerait, régulerait ces questions-là? Précisément, c'est là où la FAO devrait s'interroger. C'est un problème de gouvernance mondiale. On devrait autoriser... Parce que la FAO que vous conseillez, M. Dufumier, elle s'est quand même trompée en plus. En 92, de 300 millions de personnes qui devraient souffrir de la faim, d'où d'ailleurs ces chiffres qui sont aujourd'hui à la baisse. Donc il y a un problème de méthode de calcul. Mais enfin, indépendamment de cela, du coup, quand même, c'est toujours pareil. C'est comme l'ONU sur le Conseil de sécurité avec la Syrie. Est-ce que la FAO peut quelque chose une fois qu'elle a constaté les dégâts? Alors, il y a, ici ou là, des erreurs de prévision, et je dirais prévision dans le conjoncturel, mais à la limite, c'est pas forcément le plus grave. Je pense que la FAO, alors d'abord, n'a pas de grandes décisions politiques à prendre en termes de gouvernance mondiale pour l'alimentation. Elle est plutôt, aujourd'hui, un bras exécutif en termes, j'allais presque dire, d'appui technique à des projets de développement agricole et rural, avec l'espoir, évidemment, que ce soit efficace et que les gens là-bas parviennent à manger. Mais il y a un vrai problème de gouvernance qui est qu'on devrait autoriser les gouvernements des pays du Sud à faire ce que l'Europe avait fait au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avec succès, c'est-à-dire mettre des droits de douane à l'entrée, à l'importation de produits agroalimentaires qui sont bradés à vil prix sur le marché mondial, faire en sorte que leurs agriculteurs là-bas soient mieux rémunérés, puissent non seulement nourrir leur famille, mais même dégager quelques surplus, vendre, épargner, investir, s'équiper, progresser, accroître leur rendement et résoudre par eux-mêmes le problème de la faim là-bas. C'est-à-dire que l'erreur serait de penser que c'est avec nos excédents que nous allons résoudre le problème de la faim là-bas, parce qu'au contraire, l'exportation de nos excédents là-bas contribue à accroître la faillite
des agriculteurs. Le problème, c'est qu'on pourrait vous objecter que tout de même, ça leur ferait pas de mal de recevoir des excédents pour manger, puisqu'ils ne mangent pas. Alors, on est là dans quelque chose qui est un nœud très compliqué à trancher, j'imagine. C'est très compliqué. Quant à l'action politique. Vous avez raison. Est-ce qu'il faudrait que nous allions avec nos sacs de riz sur l'épaule, comme un ministre Oui, comme certains l'ont fait. Mais... Alors, moi, je serais extrêmement prudent en la matière. Je pense qu'il faut que les gouvernements, effectivement, utilisent les droits de douane, qui sont quand même une rentrée fiscale pour l'État, pour créer des chantiers à haute intensité de main-d'œuvre et permettre, alors cette fois aux gens des villes qui souffrent le plus d'une hausse des prix momentanée sur leur marché intérieur, eh bien, créer des chantiers à haute intensité de main-d'œuvre, redistribuer des revenus, faire en sorte que les populations des villes qui ne sont plus agriculteurs puissent effectivement acheter plus cher leur alimentation. On oublie un petit peu ça, c'est que les droits de douane, c'est une rentrée fiscale pour les États qui permettrait de créer enfin des emplois pour tous ces gens miséreux des bidonvilles, tout en permettant aux agriculteurs de vendre leurs produits plus chers et donc d'épargner, d'investir et de progresser. Alors, donc si on reprend par exemple le verre, mais de son côté à moitié plein, voilà, il y a tout de même un recul, sauf à l'Afrique, de la faim dans le monde. C'est quand même dû aussi à une question économique, à savoir que le prix des denrées alimentaires ont baissé. Alors, par rapport à la crise alimentaire de 2007-2008. Alors oui, momentanément, la baisse conjoncturelle provient d'une baisse des prix toute relative sur le marché mondial, en particulier des céréales, disons, tropicales. Parce qu'attention, le prix du blé et le prix du maïs sont quand même encore très élevés aujourd'hui. Comment peut-on considérer au fond qu'il y ait 2 millions de personnes qui ne soient plus affamées et qui aient réussi, eux, du coup, à passer dans ce qu'on appelle la situation de sécurité alimentaire? Alors, il y a 2 milliards de personnes qui souffrent soit de faim, c'est-à-dire qui n'ont pas leurs 2200 kilocalories, soit de malnutrition, c'est-à-dire de carence alimentaire. On a dit que ces gens-là donc étaient pour les 2 tiers, presque les 3 quarts des agriculteurs, pour l'autre des gens qui ont abandonné l'agriculture. Évidemment, la question maintenant, c'est, en supposant par exemple qu'ils puissent effectivement, à l'abri de droits de douane, avoir les revenus suffisants, pouvoir s'équiper, est-ce que ces gens-là pourront produire par eux-mêmes de quoi manger chez eux sans dépendre de nos excédents? Techniquement, est-ce possible? La réponse, elle est oui. Il y a plusieurs voies possibles. La voie un peu, j'allais dire, traditionnelle et qui commence à montrer ses limites aujourd'hui est celle de ce qu'on appelait la révolution verte, c'est-à-dire utiliser des semences de variétés dites améliorées, très exigeantes en engrais et produits phytosanitaires. Mais bon, on s'équipe, on s'installe, on achète ces intrants. Et on parvient à accroître les rendements. On découvre aujourd'hui que ça a ses limites. Si vous voulez, on en discutera parce qu'il y a des effets écologiques. Un des sujets que l'on va approfondir en seconde partie en question. Et il y a peut-être aussi le fait que cette paysannerie puisse s'équiper, produire par eux-mêmes, alors cette fois-ci par des voies un peu plus biologiques, faire un meilleur usage des terrains, de la pluie qui tombe sur leur terrain et autres. Enfin, sachez que techniquement, oui, c'est possible dans la plupart des écosystèmes du monde. Mais parce que 8h16, bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc Blanchet. C'est le sujet du jour, bien sûr. La faim dans le monde recule, évidemment, chiffre à saisir avec des nuances. C'est à vous, Brice. Oui, c'est un chiffre qui est rarement cité en cette époque qui n'aime que les mauvaises nouvelles, mais la part de la population mondiale souffrant de malnutrition est en baisse sensible. En chiffre absolu, bien sûr, c'est facile, mais même en pourcentage, ce qui est plus étonnant, on est passé de 18,6% en 1990 à 12,5% aujourd'hui. Reste qu'un humain sur 8 continue à souffrir de la faim et surtout que la flambée des prix alimentaires enregistrés en 2008 a marqué un coup d'arrêt net à ce recul de la faim dans le monde. Alors ce recul est-il provisoire? Le défi est le suivant. Entre 2010 et 2050, la population mondiale va s'accroître de plus de 2 milliards d'individus pour atteindre les 9 milliards. Les hommes continueront à affluer vers les villes en abandonnant les campagnes. Enfin, pour cause d'élévation spectaculaire du niveau de vie chez les émergents, la demande alimentaire, en produits carnés notamment, y a explosé ces dernières années. Certains évoquent un quasi-doublement des besoins agricoles. La FAO et l'OCDE, dans un rapport commun, préférant retenir une augmentation de 60%, ce qui est déjà pas mal. Alors, serons-nous capables de nourrir la population mondiale? Ou bien connaîtrons-nous des émeutes de la faim, des guerres de la faim? Au sommet de Rome en 2008, la FAO a fixé pour objectif le doublement de la production agricole d'ici 2050. Si l'on considère l'évolution de cette production au cours des décennies écoulées, on peut être pessimiste sur les chances de parvenir à ce résultat. En effet, si la révolution verte des années 70 à 95
a permis d'augmenter fortement les rendements, notamment du côté des céréales, on observe depuis un tassement. Alors il n'y a guère que deux moyens d'augmenter fortement la production agricole mondiale, du côté de la productivité, en améliorant encore les rendements du côté des surfaces cultivées, en mettant en exploitation de nouveaux sols. Chez les producteurs du Nord industrialisés, il est difficile de faire beaucoup mieux. L'Union européenne aurait même plutôt tendance à encourager nos agriculteurs à retirer une partie de leurs terres à la production et à les vouer plutôt à la préservation du sol et des paysages. Vous le disiez tout à l'heure, c'est chez les petits producteurs du Sud que se trouvent les gisements de productivité qui pourraient permettre d'améliorer fortement les rendements. En réalité, coexistent deux types d'agriculture sur cette planète. L'une quasi industrialisée et protégée au nord, archaïque et surexposée au sud. Écoutons la géographe Sylvie Brunet, ancienne présidente d'Action contre la faim, je la cite. Il existe un clivage croissant entre une agriculture moderne, branchée sur les marchés mondiaux, largement financée par les pouvoirs publics et recourant à des techniques très intensives en capital, mais utilisant très peu de main-d'œuvre, et une agriculture familiale paysanne à base de petites exploitations vivotant difficilement et ne parvenant pas à capter les marchés urbains nationaux. La grande différence entre les agriculteurs du Nord, qui ne représentent que 2% de la population active, et ceux du Sud, qui en pèsent environ 60%, c'est que les premiers au Nord donc sont formés, protégés, qu'ils ont accès au crédit et à divers mécanismes d'aide, tandis que les seconds, au Sud donc, sont exposés de plein fouet aux fluctuations des marchés mondiaux. Fin de citation. Toute la question est d'aider ces petits paysans du Sud à s'équiper afin de moderniser leurs exploitations, à les protéger, comme vous le disiez tout à l'heure, à se protéger donc contre les excédents du Nord bradés à vil prix au Sud et à se prémunir contre la spéculation. Que pouvons-nous faire, nous autres Européens, pour les y aider ? La chronique de Brice Couturier à télécharger sur franceculture.fr. Beaucoup d'éléments, peut-être sujet de débat. Marc Dufumier ? Oui, mais écoutez, c'est le paradoxe. D'abord, il faut savoir que c'est quand même la pauvreté qui est à l'origine de la faim dans le monde. C'est des gens qui n'ont pas le pouvoir d'achat pour acheter une alimentation qui néanmoins existe. Pour nourrir correctement un habitant, dans l'année, il faut produire de l'ordre de 200 kilos de céréales par habitant et par an. C'est, y compris quelques-unes de ces calories transformées en protéines animales. C'est une alimentation modeste mais correcte. La production mondiale, elle est déjà de l'ordre... Qui fait qu'on ne meurt pas de faim, voilà. Et qu'on qu'on ne meurt pas de faim et qu'on ne souffre pas de carence alimentaire aucune. Et la production mondiale, elle est déjà de l'ordre de 320 à 330 kilos de céréales ou son équivalent pommes de terre, manioc, igname, plantain, par habitant et par an. Alors évidemment, pourquoi des gens ont faim ? C'est parce qu'ils n'ont pas accès à ces excédents. Et qu'est-ce qu'on fait de ces excédents qui ne sont pas consommés par les gens trop pauvres ? Il y a trois directions. Il y a des riches dans le monde qui se permettent de gaspiller. J'en fais peut-être partie. Il y a des gens qui éventuellement mangent un peu trop de viande, ou même beaucoup trop de viande et de produits carnés, et comme il faut entre 3 et 10 calories végétales pour fabriquer une calorie animale, ça se traduit par une demande considérable de production végétale, non pas pour nourrir directement des hommes, mais pour nourrir mais qui mange trop de viande, par exemple pour essayer de comprendre la planète, c'est plutôt les pays du Nord, et ça vient d'être un petit peu dit, il commence à y avoir en Asie du Sud-Est, disons, en Chine, des gens qu'on dit des classes moyennes, c'est en fait encore des classes, tout ce qu'il y a de plus modeste, mais qui commencent enfin à avoir accès, je dirais, à un peu de lait, quelques œufs, un peu de viande. Et le fait qu'ils soient en grand nombre, ces gens qui ont enfin accès à quelques œufs, un peu de viande, ça se traduit par une demande accrue considérable de production végétale. Moi, je partagerai volontiers le chiffre. Il faudra que la production végétale fasse plus que doubler dans les 40 ans qui viennent. Sachez qu'il y a une troisième direction. On peut le faire ça ou pas ? Pardonnez-moi les questions, mais on va y arriver. Ce que je voudrais juste dire, c'est qu'il y a aussi des gens dont le pouvoir d'achat est suffisant pour rouler en voiture, et plus le prix d'énergie fossile va s'accroître, plus il va y avoir une demande accrue en agrocarburants, ça venait d'être dit tout à l'heure. Et donc voilà qu'il y a des excédents qui existent d'ores et déjà aujourd'hui à l'échelle mondiale, qui échappent aux pauvres qui ne parviennent pas à se le procurer et qui vont sur une surconsommation de gens un peu riches. Le problème, d'abord, c'est un problème d'inégalité des revenus à l'échelle mondiale. Il faut que les pays du Sud, les pauvres du Sud, puissent devenir plus riches. Et comme c'est des paysans précisément concurrencés par nos surproduits qui sont trop pauvres, il faut les protéger de l'exportation de nos surplus. Alors évidemment, la question devient maintenant, est-ce que c'est techniquement possible ? Juste une incise, et je vous donne la parole, Brice.
pour avoir une donnée factuelle, qui, et si on peut le définir rapidement, mais qui nourrit la planète aujourd'hui, entre guillemets, par ordre décroissant? Eh bien, ceux qui nourrissent la planète, c'est quand même les pays excédentaires, mais ils ne font pas que nourrir la planète, ils se abreuvent aussi des voitures. C'est bien là le problème. La question, c'est Parce plutôt... que vous nous avez dit en préparant l'émission, c'est l'USA et l'Europe d'abord, la Russie et l'Ukraine ensuite. Oui, et Brésil, Argentine dans les pays du Sud, de même. Sachez qu'au Brésil, on exporte du soja et on exporte du maïs, alors qu'il y a des gens qui ont faim encore au Brésil, même s'il y a une réduction considérable de la faim, parce qu'il y a eu des programmes sociaux pour éviter la pauvreté. Mais voilà un pays qui exporte des grains maïs et soja vers les marchés solvables, alors que les gens qui sont dans les favelas n'ont pas le pouvoir d'achat pour s'acheter des aliments qui pourtant ont été produits au Brésil. Brice Couturier. Oui, je vous écoutais ce matin avec beaucoup d'intérêt avant le journal, parce que vous disiez quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on croit savoir. La bien-pensance des années 90, Bono, Kouchner avec son sac de riz dont parlait Marc, c'était l'idée qu'il fallait que nos excédents à nous, pays du Nord, on les donne gratuitement aux pays du Sud, et comme ça on allait résoudre la question de la faim. Ce qui reste dans l'assiette, quoi. Or, ce que vous venez de nous dire ce matin, comme beaucoup de vos confrères géographes et économistes de l'alimentation, c'est qu'au contraire, en bradant nos excédents agricoles à nous, pays du Nord, nous tuons la production du Sud. On parle souvent des fameux producteurs de poulets sénégalais qui ont vu arriver des poulets bradés d'Europe à des prix absolument délirants qui faisaient qu'effectivement ils ont tous fait faillite parce qu'ils ne pouvaient simplement plus payer l'élevage de leurs poulets. Donc est-ce que la solution, ça serait qu'on arrête d'expédier ces excédents, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens pour les producteurs du Sud de s'équiper et de se protéger contre nos excédents à nous? Et sans compter que comment ferait-il dans la mesure où ils sont dans une situation économique où reconstruire même au fond cette économie doit être extrêmement compliqué. Ça ne se fait sans doute pas du jour au lendemain. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire nous, Marc Dufumier, en Europe? Alors, ce que nous pouvons faire, nous, c'est effectivement revoir complètement notre agriculture et cesser de surproduire des poulets bas de gamme, de la poudre de lait et des excédents de céréales. Imaginez un petit éleveur sénégalais qui a 2 vaches, 2 litres de lait par jour. Il va essayer de vendre une partie de son lait sur le marché à Dakar. Et là, qu'est-ce qu'il voit? En concurrence, de la poudre de lait. De la poudre de lait en provenance de chez nous, en tout cas, disons, l'Europe de l'Ouest, c'est 80 vaches, 10 000 litres de lait par an, par vache. Donc, désolé, c'est impossible d'être compétitif. Et si vous voulez que ce petit éleveur sénégalais ne soit pas contraint à la faillite, rejoindre les bidonvilles, ou même éventuellement, ça c'est les moins pauvres des pauvres, essayer de payer un passeur, de traverser le Sahara et la Méditerranée, si vous voulez qu'il puisse vivre et travailler dignement au pays et nourrir par lui-même son peuple, il faut absolument que nous revoyions complètement notre agriculture chez nous, renoncions à vouloir à tout prix brader des surproduits à haute productivité du travail, et souvent même un petit peu subventionnés, et qu'on laisse les pays du Sud là-bas se protéger de nos excédents. Et là, oui, techniquement, il devient possible, si les gens ont une capacité d'épargne et de s'équiper, de produire davantage. Vous nous parliez des droits de douane. Évidemment, c'est la solution qu'ils puissent se protéger par des droits de douane, mais ça ne permettra pas à cette agriculture de s'équiper et de se moderniser pour se mettre au niveau, par exemple, d'accéder aux marchés internationaux comme nous l'avons, ce moyen. Et c'est pour ça que je citais... Le pas est énorme à franchir. Mais oui, je citais tout à l'heure Sylvie Brunel, parce que précisément, c'est ce qu'elle montre. C'est-à-dire, nous avons des agriculteurs qui sont en réalité de gros commerçants industrialisés, et en face, nous avons des petits artisans qui n'ont même pas accès aux marchés mondiaux. Raison de plus donc pour qu'ils se protègent. Ça va être progressif, le pas est absolument considérable, mais il faut envisager pour l'agriculture évidemment 2 catégories d'investissements, certaines qui peuvent être prises en charge par les États et éventuellement l'aide publique au développement, c'est les routes, les silos, les moyens de stockage, de conservation et autres, mais pour l'essentiel, il faut que les agriculteurs, ceux qui produisent à la main aujourd'hui, puissent non seulement nourrir leur famille, mais dégager un petit surplus, vendre vers la ville, épargner et investir. Et c'est possible, parce que regardez, les pays qui précisément aujourd'hui parviennent à peu près, ceux qui étaient en déficit vivrier considérable au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et qui aujourd'hui atteignent l'autosuffisance alimentaire, sont précisément des pays où l'agriculture familiale a été en capacité de produire davantage. Je vous propose d'écouter, parce que nous arrivons là à ce thème de ce que serait la souveraineté alimentaire, mais peut-être d'abord écouter donc Colline Serrault, vous le savez, la cinéaste, metteur en scène de théâtre et d'opéra,
Colline Serrault, qui avait, il y a quelque temps, fait un documentaire, Solutions locales pour désordre local. Et elle dresse par exemple un portrait assez sombre de notre agriculture intensive, une agriculture de combat contre la terre. Et elle a parcouru le monde pour savoir au fond comment cela se passait. Et tout, serez-vous d'accord ou pas, tout serait également dans le combat, par exemple, pour la semence. Avant tout, écoutez Colline Serrault au micro de Christophe Paillet qui parle de Vandana Shiva, physicienne et fondatrice de Navdanya, une association de défense des paysans indiens. Vandana Shiva, elle a tout un groupement de paysans qui ont interdit l'accès de leur village à Monsanto, mais c'est quand même, ça reste des initiatives extraordinaires, très très riches d'expérience et complètement réussies, mais tout à fait minoritaires. Ça commence à la semence. Si vous avez vos propres semences qui se reproduisent tous les ans, déjà, vous n'êtes plus dépendant sur le plan des semences. Parce que c'est là que ça commence. Vous savez que nous, les humains, on en mange 3 fois par jour et beaucoup de semences. Hein. Et si on vous interdit par le catalogue du CNIS d'utiliser les semences qui, dans la nature, sont produites gratuitement, et quand vous avez n'importe quel arbre qui produit tous les étés, au moment des fruits, des milliards et des milliards de graines, ça se compte par milliards sur un arbre, eh bien tout ça a été donné par une graine. Et ces milliards de graines sont donnés tous les ans. Cette richesse, cette générosité et cette force de la nature, elle est confisquée par les multinationales. C'est hallucinant. C'est-à-dire que vous achetez une semence et vous ne pouvez plus la replanter l'an d'après, mais vous vous rendez compte du scandale. Et ce qui n'est pas comme ça, ce qui n'est pas hybride et fin, eh bien c'est interdit. Voilà, là ça commence là. Refuser ça. Faire ses propres semences qui sont reproductibles. Apprendre à les sélectionner parce que comme ça, elles vont être adaptées à votre climat, c'est-à-dire qu'elles vont être économiques, moins d'irrigation, moins de pesticides parce qu'elles seront résistantes dans votre climat. Colline Serrault, au micro de Christophe Paillet. Marc Dufumier. Oui, alors sécurité et souveraineté alimentaire. Sécurité alimentaire pour les paysans du Sud et les gens pauvres du Sud, c'est l'insécurité alimentaire, c'est se demander si la semaine d'après, on va pouvoir nourrir correctement les enfants. Hein. Donc il est impératif, effectivement, que les pays du Sud puissent retrouver une sécurité alimentaire. Par contre, maintenant, ce que l'on sait, c'est qu'il n'y aura pas de sécurité alimentaire sans souveraineté alimentaire. C'est beaucoup trop dangereux de la part des pays du Sud de dépendre de l'importation de nos excédents, sachant que nous, quand on avait mis des terres en jachère ou quand on avait mis des quotas sur la production laitière, on était capable quand même de réduire l'offre sur le marché mondial, de créer des pénuries, et au moindre accident climatique, 2007-2008, on l'a vu, les prix montent, la spéculation s'en empare. Et à ce moment-là, c'est la catastrophe. Est-ce que ça veut dire qu'on a mis la charrue avant les bœufs, si j'ose dire, pour le thème de l'émission d'aujourd'hui? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il aurait pas mieux valu réfléchir en termes de souveraineté alimentaire d'abord, qui de fait aurait apporté la sécurité alimentaire? En tout cas, très clairement, il n'y a pas de sécurité alimentaire sans souveraineté alimentaire. Ça, c'est catégorique. Oui, mais on s'en est pas occupé de ça. Et on s'en est pas du tout occupé. On a même fait croire aux gens que c'était par le libre-échange, par la mise en compétition du coureur à pied avec le pilote de Formule 1, celui qui travaille à la main avec celui qui est équipé d'une moissonneuse-batteuse, qu'on arriverait à assurer la sécurité alimentaire. C'était un gros mensonge. Sylvain Kahn. Marc Dufumier, mais s'agissant de souveraineté alimentaire, vous avez dit à plusieurs reprises depuis le début de l'émission que la meilleure des choses à faire pour les pays du Sud serait du protectionnisme, de rétablir des droits de douane. Mais encore faudrait-il qu'il y ait des États régulateurs qui ne soient pas des États prédateurs. Encore faudrait-il que, s'il y a rentrée fiscale, elle soit vraiment utilisée pour le bien commun. Or, l'une des difficultés, c'est que la plupart des pays que vous évoquez n'ont pas des États, on va dire, fiables. Oui, non. À quoi? Mais il faut. Je pense à la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, mais pas seulement. En Inde, même en Inde, grand pays alimentaire, grand pays agricole, la corruption est très importante. Donc, imaginez qu'on ferait une PAC, une politique agricole commune, dans un certain nombre de pays du Sud ou avec les organisations régionales d'un certain nombre de sous-parties du continent africain, comme on l'a fait en Europe. C'est très difficilement comparable en réalité. Enfin, comment est-ce que vous répondez à cette objection-là? Oui, Marc, loin de moi l'idée de dire qu'il n'y aurait de la corruption que dans les pays du Sud. Hein. Bien évidemment, on pourrait regarder un petit peu chez nous, mais disons qu'elle est beaucoup plus ravageuse et destructrice dans les pays du Sud. Effectivement, si on met des droits de douane à l'entrée des produits vivriers, il ne faut pas que ça serve à importer des Mercedes, il faut que ça serve à créer des chantiers à haute intensité de main-d'œuvre, redistribuer des revenus et permettre aux gens des villes de payer plus cher leur alimentation. Mais il faut, c'est-à-dire concrètement comment? Parce que là, j'ai peur que ça soit un peu un vœu pieux. Non, mais les appels à la démocratie, les appels à autres au niveau de la gouvernance mondiale, il faudrait d'abord que nous, on montre l'exemple aussi un peu, mais effectivement, c'est un vrai problème de gouvernance à l'échelle des États et à l'échelle mondiale.
Brice Couturier. Je voudrais parler des problèmes de pollution, parce que l'agriculture est liée finalement au problème de pollution. Je disais tout à l'heure, il y a une montée en puissance de l'alimentation carnée, parce qu'effectivement, il y a des nouvelles classes moyennes, plusieurs centaines de millions de personnes en Inde et en Chine, qui se sont mis à manger de la viande alors qu'ils n'en mangeaient pas avant. Or, les troupeaux de bœufs, etc. Et la question du lait aussi, chez les Chinois qui boivent de plus en plus de lait. Tout ça crée en réalité une bonne partie de vous savez que on ne sait pas, mais j'ai trouvé ça dans des bouquins. L'alimentation carnée est responsable de plus de pollution que les transports. C'est hallucinant, mais les vaches font plus de gaz à effet de serre que les voitures et les avions. Il y a ce premier problème-là. Il y a un deuxième problème qui est celui de l'épuisement des sols par l'agriculture intensive au nord, qui fait qu'aujourd'hui, l'Union européenne préconise effectivement de mettre en jachère en réalité environ 7% des sols à ces agriculteurs. Et puis il y a la troisième question qui touche aussi à l'environnement, qui est la question des agrocarburants qu'on voit se développer au détriment de l'alimentation dans des pays comme le Brésil par exemple, et pas seulement. Comment intégrer, parce que jusqu'à présent on a eu une démarche qui était uniquement tournée vers la satisfaction des besoins alimentaires, mais comment faire en sorte que cette satisfaction des besoins alimentaires ne se fasse pas au détriment de la préservation de la planète elle-même? Marc Dufumier. Alors voilà qui est intéressant. Effectivement, la question, c'est celui du choix des techniques agricoles permettant aux gens de produire par eux-mêmes ce dont ils ont besoin. Et il faut peut-être moins s'inspirer qu'on ne l'a fait de ce qu'on a appelé la révolution verte, c'est-à-dire l'utilisation de semences de variétés dites améliorées, mais très exigeantes en engrais azotés de synthèse, dont certains sont très coûteux en énergie fossile, l'urée, l'ammonitrate, le sulfate d'ammonium pour leur fabrication, très émetteurs de gaz à effet de serre, puisque vous évoquez cette pollution-là. Le protoxyde d'azote quand on épand des engrais azotés de synthèse. Donc effectivement, il y a un problème de choix technologique et qui rejoint le problème de la sécurité ou de la souveraineté, car pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire en étant dépendant de la semence de sociétés internationales ou de l'importation d'engrais azotés ou de gaz naturel russe, norvégien ou vénézuélien ou ailleurs, c'est pas non plus une solution. Remplacer une dépendance alimentaire directe par une dépendance à l'égard de l'emploi d'intrants chimiques et d'équipements importés, c'est rester d'une certaine façon encore dépendant. Donc effectivement, on découvre aujourd'hui, vous le disiez, que ce qu'on appelle la révolution verte, qui a permis un accroissement assez considérable des rendements, elle a des limites. Les limites, c'est qu'aujourd'hui, les rendements tendent à se tasser. Les limites sont aujourd'hui environnementales. Imaginez par exemple dans les pays d'Asie où on a permis d'accroître assez considérablement les rendements en riz dans les rizières. On oublie aussi de dire que désormais, il n'y a plus de poissons dans les rizières, il n'y a plus de canards dans ces rizières, et que si on en est contraint de faire de la pisciculture ensuite pour élever des poissons avec des résidus de céréales, enfin je veux dire, il faudra faire un jour le calcul économique global de chacun des systèmes techniques. Et au fond, le vrai défi, c'est de faire le meilleur usage des ressources naturelles renouvelables, parce que sachez que les calories élémentaires que nous dépensons tous les jours, quand on s'agite, on dépense de l'énergie, ça nous vient du soleil, c'est une ressource naturelle renouvelable, absolument pléthorique. Ça nourrit, les rayons du soleil nous nourrissent, c'est la plante qui est capable effectivement d'intercepter l'énergie solaire et de transformer ça en énergie alimentaire. Et la microbiologie, par exemple, respect de la microbiologie. Non, mais c'est pour vous faire entendre Colin Serrault, toujours à propos de son film Solution locale pour désordre local. Cette fois, ce sont les paysans sud-américains, Colin Serrault, au micro de Christophe Paillet. Il y a aussi au Brésil tout le mouvement des sans-terres qui est extraordinaire, le MST, où ils ont confisqué des terres pourries, en général, qu'ils ont mis 3, 4, 5 ans à réhabiliter, qui étaient remplies de pesticides. Et ça marche très bien. C'est-à-dire que là, on a vraiment des petites fermes ou des collectivités. Après, c'est chaque communauté, enfin, assentamento, comme ils disent là-bas, choisit son propre mode d'exploitation. Est-ce que ce sont des petites fermes individuelles ou est-ce que c'est une production collective, mais qui ne sera jamais massive, qui sera toujours extensive, pas intensive, mais ça les nourrit et ça les fait vivre et travailler, et ils vendent, et non seulement ils vendent leurs produits, mais quelquefois ils les donnent aussi. C'est-à-dire qu'il y a tout un réseau là-bas au Brésil de dons et d'aides aux plus pauvres. Ils peuvent et se nourrir et donner aux plus pauvres et vendre à certaines écoles aussi qui sont ou aux municipalités, et ils produisent leurs propres semences. Donc ils ont toute la chaîne, ils ont compris eux qu'il fallait partir de la semence.
Marc Dufumier. Très clairement, Colline les Serrault, paysans micro de- pauvres et les gens qui ont très peu de terre sont précisément ceux qui ont intérêt à faire un usage intensif, j'insiste bien sur le mot intensif, des ressources naturelles renouvelables qu'ils ont sur le peu de terroir. Faire un usage intensif des rayons du soleil avec la photosynthèse pour que les plantes nous fabriquent du sucre, de l'amidon et des lipides, c'est les petits paysans sans terre qui, avec d'ailleurs des systèmes intensifs en emploi aussi, sont le plus à même de mieux intercepter cette énergie solaire. Faire un C'est usage la production, intensif. S'il vous plaît, oui, oui. la production Un locale usage à fond. intensif du gaz carbonique pléthorique de l'air, fixer du carbone à partir du gaz carbonique, réduire l'effet de serre, fabriquer des hydrates de carbone, du sucre, de l'amidon, des lipides, faire un usage intensif de ce qui est sur leur petit territoire, c'est eux qui, au prix d'un travail intensif, sont prêts à produire davantage d'unités de surface. Utiliser l'azote de l'air, il y a 80% d'azote dans l'air, pour fabriquer des protéines grâce à des plantes qui s'appellent les légumineuses, par la voie biologique, faire un usage intensif de l'azote de l'air qui leur coûte rien à partir du moment où ils ont la capacité de mettre des légumineuses. Vous savez, chez nous, c'est le trèfle, le sainfoin, le lotier, la lentille, le haricot, le pois chiche, le lupin, ou l'arachide, ou le soja. Eh bien, écoutez, chez eux aussi, il y a des légumineuses qui sont capables, grâce à des microbes, effectivement, microbiologie dont vous parlez tout à l'heure, de fixer l'azote de l'air, de fabriquer des acides aminés, de relancer, de redonner la protéine à la légumineuse en question, ce qui permet de nourrir des animaux en protéines, ce qui nous permet, nous, de nourrir en protéines, et même de laisser des résidus azotés dans le sol et de fertiliser la culture qui viendra ensuite en rotation. Une agriculture intensément écologique peut être la solution précisément pour les paysans pauvres de la terre. Vous voulez pas prendre la tête de la FAO pour que ça soit peut-être un peu plus efficace, toute cette histoire là, non ? Alors, Monsieur Gradiano da Silva, qui est secrétaire général, je crois, aujourd'hui de la FAO, effectivement, à la fois défend de temps en temps une agriculture familiale, mais il a publié tout récemment un article dans le Wall Street Journal qui est un petit peu inquiétant. Derrière, c'est le secteur privé qui permettra de nourrir la planète. Il est s'attendre que ce sera l'agribusiness. Or, l'agribusiness, c'est les compagnies semencières, c'est les compagnies qui vendent effectivement les intrants en question. Soyons clairs, capables d'accroître les rendements, mais qui remplace une dépendance alimentaire par une autre dépendance, celle qui permet en approvisionnement de semences et d'intrants chimiques. Sylvain Kahn. J'aurais voulu revenir, si vous le voulez bien, à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, à savoir que dans les pays du Nord, on produisait beaucoup de produits issus de l'industrie agroalimentaire bas de gamme. Vous avez parlé notamment des poulets à bas prix ou de... mais... Comment dire, si on parce que non seulement le poulet qu'on leur vend n'est pas cher, mais il est surtout pas bon en plus. Si, mais malheureusement, c'est complet. Malheureusement, cette production alimentaire abondante et que vous appelez bas de gamme, elle répond aussi à une fonction ou malheureusement à une demande sociale, c'est-à-dire au fait qu'en France, par exemple, on a quand même 8 millions de pauvres. Donc si tout d'un coup on se met à ne produire que des produits agroalimentaires, on va dire, de bonne qualité et qui dans l'état actuel du marché coûtent plus cher... c'est le fameux problème du bio, la mode du bio quand même. Par exemple. Il faut avoir de l'argent pour manger bio. Bon, c'est-à-dire que il me semble, mais là je vous pose la question, qu'on produit d'abord cette production agroalimentaire bas de gamme pour les marchés intérieurs des pays du Nord. Le Canard enchaîné, par exemple, cette semaine, fait remarquer que la consommation de pommes de terre en France a augmenté de 11,3%, parce que c'est finalement l'un des produits agricoles les moins chers et que en temps de crise, il y a beaucoup de gens qui sont obligés de se nourrir en achetant des produits peu chers. Donc là aussi, il y a une tension par rapport à ce que vous appeliez de vos voeux. Comment tout résoudre en même temps ? Alors, Marc exactement. Dufumier, vaste programme. Cesser d'exporter des surplus de produits bas de gamme, ça c'est absolument impératif, on l'a vu à l'égard des pays du Sud. Et ça veut dire réorienter notre agriculture vers des produits de plus haute valeur ajoutée, de production plus artisanale et sans doute beaucoup plus chère. Heureusement, il n'y a pas que de la poudre de lait que l'on produit en France, il y a aussi d'excellents fromages d'appellation d'origine contrôlée, il y a des produits bio, il y a du foie gras, il y a des quantités des vins, des fromages, des spiritueux, enfin je veux dire des produits de très haute qualité. Ça, c'est les vrais avantages compétitifs, j'allais dire, de la France sur le marché international, et c'est là-dessus qu'il faut miser. Mais c'est vrai que cette agriculture de haute qualité, terroir, bio et autres, elle est plus artisanale, exige plus de travail, donc doit être nécessairement mieux rémunérée. Que le produit bio soit plus cher qu'un produit industriel, c'est totalement logique, parce que ça exige plus de travail.
C'est la seule condition pour qu'il y ait des agriculteurs qui continuent de le produire. Alors comment faire en sorte, effectivement, ça c'est la question, que des couches modestes en France puissent enfin avoir accès à une alimentation de qualité? Je vois deux directions possibles. La première, c'est quand même utiliser une part croissante des subventions de la politique agricole commune pour faire en sorte que les couches modestes qui fréquentent davantage, vous savez, les cantines aux entreprises, la restauration hors domicile, que ces cantines puissent avoir accès à des produits de bonne qualité en payant les agriculteurs par les prix et non plus par la mendicité et par des subventions, en échange d'un bon produit, sans que l'usager de la cantine ait à débourser plus comme usager, parce que c'est les subventions de la PAC qui permettraient de l'acheter plus cher, ni comme contribuable, parce que c'est des impôts que nous payons déjà. Et on pourrait y compris faire ça dans les écoles, notamment écoles primaires, éducation au goût, pour des produits de saison, de proximité, des produits bio, des produits de qualité. Et alors effectivement, après, pour ce qui est de la restauration à domicile, il est clair, il n'y a d'avenir pour cette agriculture de qualité en France que si en France aussi on parvient à réduire les inégalités de revenus. C'est-à-dire qu'il est vain de penser en France qu'on puisse effectivement réaliser une révolution vraiment verte, c'est-à-dire une agriculture qui soit à la fois et hautement productive de valeur ajoutée et de qualité et qui soit accessible au plus grand nombre si on ne pense pas aussi à une redistribution plus équitable des revenus en France. Ça dépasse un peu la politique agricole commune, mais il y a urgence d'y penser. Brice. Une étude réalisée par des chercheurs de l'université de Wageningen aux Pays-Bas montre que le rendement des fermes biologiques est en moyenne 20% inférieur à celui des fermes traditionnelles. Donc je rebondis un petit peu sur la question de Sylvain Kahn. On sait bien qu'aujourd'hui il y a un appauvrissement croissant, y compris dans les pays d'Europe, suite à la crise, et que donc beaucoup de ménages sont obligés de se fournir chez ces magasins à prix brisé, à prix cassé, qui bien entendu leur vendent de la nourriture de qualité bien inférieure à celle dont vous nous parliez tout à l'heure, issue de l'agriculture biologique. On aura beau faire, alors il faut admettre que le problème soit résolu d'avance, comme vous nous disiez tout à l'heure, il faut que les inégalités soient réduites et que la pauvreté soit combattue, mais en attendant, il faut bien faire avec. Il faut bien faire avec ce très grand nombre de ménages français, par exemple, qui sont tombés au-dessous du seuil de pauvreté et qui survivent grâce à ces magasins à prix cassé. Qu'est-ce que vous leur dites à cela? Attendez. Alors, savez-vous qu'aux États-Unis, quasiment la moitié des aides directes du ministère de l'Agriculture sont ce qu'on appelle des bons alimentaires, des food stamps, on appelle ça des SNAP aujourd'hui. Sachez que les États-Unis ont déjà opté pour relancer leur marché intérieur et faire accroître les prix sur leur marché intérieur en achetant l'alimentation et en la donnant à ses pauvres. Sachez que je reviens du Brésil, il y a un programme APA qui fait exactement la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire que le gouvernement achète de l'alimentation à son agriculture familiale pour nourrir ses pauvres, et ça relance le marché intérieur et ça accroît le prix rémunéré pour son agriculture familiale. Il n'y a guère que l'Union européenne qui aujourd'hui est en train au contraire de mettre en question son programme d'aide alimentaire et n'a pas compris qu'un programme d'aide alimentaire en Europe permettrait à la fois de nourrir des pauvres et de relancer le marché intérieur et d'accroître le prix payé aux agriculteurs, notamment aux petits agriculteurs familiaux. Eh bien, c'est un peu dans ce sens-là que plaide justement Colline Serrault. Il faut du volontarisme politique, dit-elle à Christophe Payet. Il faut maintenant une politique générale de refléchage des subventions, de réflexion sur ce que c'est que la subvention. Les subventions agricoles étaient faites au départ après-guerre, ont été inventées pour préserver la souveraineté et l'autonomie alimentaire des pays d'Europe. Eh bien, maintenant, ces subventions n'ont plus du tout ce but-là. C'est-à-dire que la France ne se nourrit pas. La France n'est pas autonome. Et on a vu que les OGM sont cancérigènes. On nous dit on n'en cultive pas, c'est interdit en France. Enfin, ils en arrivent massivement sous forme de tourteaux de soja transgéniques tous les jours à Roissy. Donc en fait, nous ne nous nourrissons que par ce qui arrive à Roissy ou par camion à Rungis qui vient des pays ailleurs. Vous pouvez mourir de faim en Beauce. Il n'y a plus du tout d'autonomie. La France ne nourrit pas sa population. La France produit des biens financiers agricoles sur le marché international. La seule manière de régler le problème agricole et alimentaire en France, c'est une politique radicalement différente, imposer systématiquement et tout de suite que toutes les écoles soient alimentées en bio, ainsi que les hôpitaux et toute la restauration collective de façon générale dans les entreprises. Pourquoi est-ce que les gens qui bossent, les enfants, les malades et les vieux ne seraient pas alimentés en bio? Pourquoi? Tout le monde sait que c'est très bien, mais le gouvernement, il mange quoi chez eux quand ils rentrent le soir? Ils mangent bio. Voilà, Colline Serrault au micro de Christophe Payet. Marc Dufumier.
Alors, la politique agricole commune au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'était une politique de protection par les prix. C'est-à-dire qu'on a mis des droits de douane à l'importation de blé nord-américain ou de mottes de beurre de Nouvelle-Zélande pour que nos agriculteurs mieux rémunérés puissent investir. Et ça a été une politique de prix rémunérateur, stable et incitatif, avec une efficacité telle qu'on est devenu, dans ces produits qui étaient considérés stratégiques au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, autosuffisants, puis excédentaires. Puis c'est l'Europe qui est devenue excédentaire. Mais des prix incitatifs à faire ces produits-là, c'était dissuasif de faire des protéines végétales pour nous nourrir, nous et nos animaux. Le résultat, c'est qu'effectivement, Colin Serrault a d'une certaine façon raison. Nous sommes excédentaires et nous produisons des choses bas de gamme qu'on essaye d'exporter vers les pays du Sud déficitaires en leur faisant le plus grand tort. Et nous sommes pour l'Europe dépendants pour les 3/4 de l'importation de protéines végétales, soja et tourteaux de soja transgéniques de surcroît en provenance des États-Unis, du Brésil et d'Argentine. Et là, cette dépendance, effectivement, fait que l'Europe n'est pas autonome. La France, un peu, mais on est quand même déficitaire pour les 2/3 sur l'importation de protéines végétales. Je vois les sourcils de Brice se froncer, mais Non, non. il faut poser des questions très rapides parce qu'on arrive presque au bout. Non, Mais je Brice et Sylvain... passe mon tour parce que ça serait trop long. Mais pourquoi pourquoi Non, vous je voulais reparler de l'étude sur les OGM publiée par le Nouvel Observateur, qui est l'objet d'attaques extrêmement virulentes de la part de l'Autorité européenne de sécurité des aliments et de la presse scientifique en général, qui estime que cette étude était bidon. Et comme on vient de parler des OGM, je voulais mettre le sujet sur le tapis, mais j'ai peur que ce soit un petit peu court vu le temps qui nous est imparti. On y reviendra peut-être une autre fois sur les OGM. Sylvain Kahn. L'Europe n'est pas autonome en alimentation pour le bétail, dites-vous, mais comme vous expliquiez tout à l'heure qu'il fallait peut-être qu'on ait une alimentation carnée beaucoup moins importante, est-ce que c'est pas finalement une chance ? Non, alors c'est un peu compliqué, mais parce qu'il faudrait y compris rétablir de l'élevage, figurez-vous, dans le bassin parisien, c'est-à-dire remettre en place des prairies temporaires pour nourrir des animaux, donner des fourrages à des animaux qui eux-mêmes seraient sur la paille, produiraient du fumier, permettraient de fertiliser nos céréales autrement qu'avec des engrais azotés de synthèse très émetteurs de gaz à effet de serre. Donc attention sur cette question des ruminants, cette question de l'élevage et de la considération sur l'effet de serre, il nous faut être extrêmement prudent. Par contre, il faudrait sans doute que les animaux en Bretagne soient davantage élevés sur la paille, c'est-à-dire que l'azote qu'on a importé sous la forme de soja, tourteaux de soja en provenance des États-Unis, du Brésil et d'Argentine, que nous donnons à des animaux en surnombre en Bretagne et des animaux qui sont très peu élevés sur la paille, qui ne fabriquent plus de fumier, cet azote excédentaire, c'est des nitrates. Ces nitrates rejoignent les eaux souterraines, les eaux de surface. Ça fertilise le littoral breton en algues vertes. Alors ça, il nous faudrait éviter ça. C'est bien en réassociant agriculture et élevage dans chacun de nos terroirs qu'on arrivera ainsi à une agriculture de qualité, certes une agriculture plus artisanale et qui mérite d'être mieux rémunérée. On retombe sur un peu le même schéma. Mais il y a des solutions, c'est des solutions d'autonomie. Et pour l'Europe, l'urgence, c'est son autonomie en protéines végétales. Il y a de l'azote sur tout le territoire, dans l'air de tout le territoire européen, faisant un usage le plus intensif possible. Merci Marc Dufumier d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à lire donc chez Nil, Famine au sud, Malbouffe au nord, comment le bio peut nous sauver, donc publié chez Nil. On a parlé de maïs, on a parlé de riz, on n'a pas parlé de tomates. Vous n'aimez pas la tomate ? Si, c'est très bon la tomate, c'est riche en carotène. Il faudrait un peu diversifier les variétés, il faudrait leur redonner du goût. Elles ont été un peu trop sélectionnées sur le critère de la conservation et de la facilité de transport. Moi, j'aimerais bien qu'on retrouve une grande panoplie de variétés de tomates de très bon goût.